Ok, t'es prêt? Allez, nickel. Eh bien écoute, c'est parti, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit Alexandre Serriot qui va se présenter dans quelques minutes. Ouais. C'est comme un rapidement toi, on avait fait plusieurs formats comme ça à l'issue du mondial l'année dernière, le MCB. Et là, je suis trop content de t'avoir là parce que je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire. Et ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Oui. Donc, pour vous qui ne me connaissez pas, ou peut-être pour ceux à qui j'ai déjà eu l'honneur de voir sur les réseaux, donc moi je m'appelle Alexandre Serriot, je suis coiffeur. Ouais. Je suis coiffeur depuis 20 ans. En tout cas, ça fait 20 ans que j'ai mon salon. J'ai commencé la coiffure à 17 ans. D'accord. Alors du coup, parle-nous de ton parcours. Comment t'es arrivé dans la coiffure? C'est quoi le cheminement? Alors, je suis arrivé dans la coiffure complètement par hasard. Mais alors, par le plus grand des hasards, il faut savoir que je ne voulais pas être coiffeur du tout. D'accord. Moi, ce que je voulais, c'est être comédien. Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec les mots et ce que je voulais, c'était être comédien, être sur le devant de la scène. Ça me plaisait. J'écrivais beaucoup. Et en fait, j'étais destiné à faire des études de lettres à la base. En tout cas, c'est ce qui était prévu pour moi. Et puis j'ai bifurqué dans la coiffure à l'adolescence. Ouais. Quand on choisit de suivre ses copains et ses copines plutôt que de rester sur les bancs de l'école. D'accord. Et en fait, au moment de faire mes choix, mes vœux, ma collègue de classe avait mis qu'elle voulait être styliste à la base. Et comme je voulais absolument rester avec elle, eh ben, j'ai un peu trahi la confiance de mes parents. Et j'ai changé mon vœu qui était à la base de faire des études en cycle général. Ouais. Et je suis parti pour être styliste. Et c'est là que tout a été chamboulé puisque elle a été prise dans une école de styliste et pas moi. Non. Et à l'époque, on devait faire deux choix. Et il y avait un choix de secours. Moi, persuadé que je serais pris en école de styliste, j'avais mis, je dis, j'aime les coiffures. Et j'aime les coiffures. Et quand j'ai appris que j'étais pas pris en école de styliste et que j'ai dû aller en coiffure, ça a été très compliqué pour moi. Ah ouais, comment tu l'as vécu du coup? Je l'ai très mal vécu parce que je suis arrivé dans une classe de 25 coiffeuses. J'étais le seul mec. Je compatis. C'était compliqué parce que j'avais absolument rien qui me liait à ce métier, je n'y connaissais rien et voilà, la seule chose je pense qui me rapprochait de ce métier ou en tout cas qui me le liait, c'était l'artistique. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit finalement c'est entre guillemets un mal pour un bien de ne pas être dans le stylisme, mais dans la coiffure? Alors, j'ai rencontré un manager de salon de coiffure qui s'appelle Juan, qui était dans le sud, là où j'habitais. Et je le rencontre, et lui avait un parcours aussi qui était complètement différent, puisqu'il venait du métier de la coiffure studio. Quand je le rencontre, je le vois travailler, et en fait, je vois l'œil. Okay. En premier. Je vois l'œil qu'il a sur ses clientes, je vois le regard qu'il pose sur ses clientes, et je me dis, ok, ça j'aime bien en fait. J'aime bien le côté créatif et j'aime bien ce qu'il emmène, sa philosophie créative au service de ses clientes. Ça me plaît. Et c'est là où ça a déclenché chez toi cette fibre artistique en plus, parce qu'on va voir après au cours de nos échanges que finalement tu as plein de cartes aujourd'hui à ton arc, tu fais plein de choses. Et tu as aussi un concept différenciant, singulier, que tu vas nous partager. Donc j'ai hâte que tu nous partages tout ça. Mais avant ça, donc c'est là où tu as eu cette fibre-là. Et comment ça s'est passé après? Ça s'est passé qu'en fait, il me dit que il me voit pas travailler dans un salon de coiffure. D'accord. Il me dit, on voit que tu es très à l'aise. Il me dit, mais en fait, je ne vois pas du tout travailler dans un salon de coiffure. Pour moi, tu es fait pour travailler en studio. Okay. Et en fait, il se passe ce qui se passe. Je commence à mettre un peu. Alors, je passe bien sûr des étapes puisque tout ça c'est fait sur du plus long terme. Il a fallu passer mon CAP, mon BP, tout ça. Mais avant même de passer mon CAP, je coiffais déjà des célébrités puisque lui m'a mis le pied à l'étrier. Adriana Carambeu, Charles Aznavour. Enfin, j'avais déjà. Attends. T'as coiffé Adriana Carambeu et Charles Aznavour? Oui. Oui. Charles Aznavour, Charles Aznavour, de la Bohème et tout. Charles Aznavour, de la Bohème et tout. Oui. Puis Adriana Carambeu aussi. Et Adriana Carambeu, qui était une nana super. J'ai commencé comme ça. C'était les premières célébrités que j'ai coiffées. Et c'est incroyable ça, parce que du coup, là, il s'est passé combien de temps globalement entre le moment où tu arrives dans la coiffure et le moment où tu te retrouves avec Adriana Carambeu ou Charles Aznavour? Il s'est passé, très clairement, 3 ans. C'est-à-dire que j'étais à peine diplômé, peut-être que je venais juste d'avoir mon CAP
Voilà. Et je suis hyper à l'aise dans ce milieu-là. Je suis hyper à l'aise dans un milieu très imprévisible, dans un milieu très percutant où ça va très vite, où il faut être sans arrêt. Il faut que tous les sens soient en éveil parce que le métier de studio, c'est un métier où il faut aller travailler vite et être efficace de suite. J'aime cette rigueur-là, en fait. Et pour autant, je n'ai pas encore confiance en moi en salon de coiffure. À ce moment-là. D'accord. Donc à ce moment-là, donc tu veux dire au bout des 3 ans, finalement, tu es déjà dans l'artistique avec des gens qui peuvent potentiellement te mettre une pression. Tu avais la pression ou tu étais comment quand tu t'es retrouvé dans ces situations-là? Oui, tu as quand même la pression. Tu travailles sous pression de toute façon parce que tu as la pression du temps, le studio ça coûte cher. Donc oui, j'ai la pression. Et quand tu as fait ça au bout des 3 ans, tu étais accompagné par Juan, sur ces événements-là. Oui. Et lui, c'était quoi? Il avait un salon indépendant? Lui avait un salon franchisé à la base. Et je me rappellerai toujours, par exemple, pour Charles Aznavour, le manager de Charles Aznavour rentre dans le salon. C'était pour la tournée de ses 60 ans. Moi, j'étais apprenti. Il y avait toute une brigade de coiffeurs. Et son manager dit voilà, j'ai besoin d'un coiffeur maintenant parce que Charles Aznavour chante aux arènes de Nîmes. Il nous faut un coiffeur. Monsieur Aznavour veut un coiffeur maintenant. Bon, moi j'étais en train de passer le balai en tant qu'apprenti. Je faisais mes petits shampoings et tout. Et là, il se tourne vers moi et il me dit très bien, c'est Alexandre qui y va. Et moi, je savais à peine faire une coupe-homme. Je tremblais encore quand je prenais le ciseau. Et je me dis, c'est incroyable, mais tu peux pas. Il me dit, si, il me dit, c'est maintenant, vous prenez vos affaires et vous suivez le manager, vous y allez. Et du coup, je rebondis. Charles Aznavour, en quelques mots, il était comment? Alors, tout le monde, c'était monsieur, tout le monde l'appelait monsieur. J'arrive dans sa loge, il m'annonce. Je rentre, je vois un monsieur de dos assis sur un piano je suppose qu'il est en train de faire ses gammes. Il se prépare, la salle est en train de se remplir petit à petit. Et lumière, je me rappellerai toujours, la lumière était tamisée et là il se retourne et tout de suite j'ai une pensée pour mon papa que j'ai perdu. Et pendant tout petit, mon père écoutait tout le temps Charles Aznavour, il adorait Aznavour et moi j'ai grandi avec la chanson de Charles Aznavour et forcément j'ai forcément une pensée pour mon papa. Et là il se tourne et donc il me dit bon bah je vous laisse travailler, je vous laisse faire. Il se remet à son piano et quand je vois sur le côté, je vois qu'il n'est pas du tout en train de faire ses gammes. Il lit un magazine de piscine. Et le comportement que j'ai eu va me suivre toute ma carrière et encore aujourd'hui, encore cet après-midi à l'heure où on se parle, où j'étais encore avec des actrices, je ne parle jamais de leur métier aux acteurs et aux actrices. Je leur parle des choses de la vie. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec Charles Aznavour. On a passé 1 heure à parler piscine et à parler de sa maison, à parler de travaux, à parler de tout ça. Et le courant est passé tout de suite. Et je ne l'ai pas appelé Monsieur Aznavour, je l'ai appelé Charles et je l'ai tutoyé. Et ça me suit encore aujourd'hui. Je vous vois tout le monde dans mon travail. En revanche, les célébrités, je les tutoie toujours. Et alors du coup, là, si tu avais une recommandation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo, qui a envie de faire de l'artistique, comme peut-être beaucoup de jeunes coiffeurs qui peuvent vibrer, ou jeunes coiffeuses qui peuvent vibrer à travers ça. Ce serait quoi ta recommandation? De désacraliser le moment. Désacraliser le moment. Si c'est une volonté que vous avez et que vous n'arrivez pas, ne perdez jamais espoir. Et je dis tout le temps, si je l'ai fait, n'importe qui peut le faire. Je viens pas d'un milieu parisien, je viens pas d'un milieu aisé, j'habite toujours en province. Donc c'est possible, il faut juste y croire, se donner les moyens d'y arriver. Et à tous ceux qui vous diront que c'est impossible, vous dire ok, si tu me dis que c'est impossible, c'est que c'est possible. Voilà. C'est une très belle phrase ça, merci. Du coup, il y a un cheminement artistique, ok, et qu'est-ce qui se passe après? Il se passe qu'en 2000, il y a une grosse crise dans l'univers de la musique. Moi, je travaillais je travaille beaucoup avec le milieu de la télévision. En 2000, il y a une grosse crise dans l'univers du disque et les maisons de disques commencent à fusionner les unes avec les autres et il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et les premiers à en pâtir, déjà, il n'y a plus d'émissions télémusicales. Donc, quand on travaille sur ce genre d'émissions-là, ça n'existe plus. Il y a l'arrivée de la télé-réalité et les premiers à avoir été mis un peu de côté, c'était les coiffeurs et les maquilleurs. Ok. Donc Alexandre, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve en plein doute. Il se dit qu'est-ce que je fais? Je suis à Nîmes. À ce moment-là, je pense à arrêter le métier de coiffeur parce que je ne me voyais pas du tout ouvrir un salon de coiffure. Absolument pas. Et je me dis que j'arrête, que je vais faire autre chose. J'ai des ambitions beaucoup plus artistiques. Je venais juste d'écrire un livre et je voulais assurer la promo de ce livre-là. Voilà, j'étais plus du tout dans l'univers de la coiffure. Et puis, au bout de quelques jours, parce que ça n'a pas duré longtemps, je fais un rêve et je rêve de mon papa qui me dit
il faut que tu ouvres un salon de coiffure. Moi, pour moi, c'était terminé. Je ne voulais plus entendre parler de coiffure. Il me dit ça dans ce rêve. Je me réveille et je me dis, c'est bizarre quand même ce rêve. C'était pas comme tous les autres rêves. D'accord. Bon. Et là, je me dis, allez, appelle la chambre des métiers. J'appelle la chambre des métiers de Nîmes et je dis voilà, je voudrais ouvrir un salon de coiffure, mais je ne sais pas tout ce qu'il faut faire en fait pour ouvrir un salon de coiffure. Ils me disent ok, il faut que vous trouviez un local, il faut suivre une formation d'1 semaine. Alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais à l'époque, il fallait suivre une formation d'1 semaine pour être chef d'entreprise. Je crois que ça ne se fait plus. Bon, ben voilà. En tout cas, c'est pas obligatoire. C'est plus obligatoire. Ok. Et donc il me dit il faut faire ça impérativement, mais il faut trouver un local, il faut trouver une banque, il faut trouver. Bon, ok, d'accord. Je sors de ce rendez-vous, mon téléphone sonne. Et une très belle amie de longue date qui est coiffeuse me dit Alex, je sais que tu es de retour à Nîmes, je vends mon salon. Si tu connais quelqu'un dans tes contacts qui veut acheter un salon, je sais que toi tu n'es plus tout là-dedans. Si tu connais quelqu'un, tu me le dis. Je dis ok, parfait, je te le rachète. Excellent. Donc voilà, je venais de rêver de mon père la nuit même. Je lui rachète ce salon de coiffure. C'est un salon de coiffure qui était paumé dans Nîmes. Une petite rue, mais absolument pas passante. Un salon qui faisait 18 mètres carrés. Je vais voir ma banque. Je dis voilà, j'ai besoin de sous pour acheter un salon de coiffure. J'ai moins 600 € sur mon compte en banque. Mais à l'époque, les banques prêtaient beaucoup plus facilement avec un projet. Oui, c'est sûr. Et en fait, j'avais donc ce projet-là qui était très bien. Je décide d'en faire une petite loge, un petit truc très cocooning. Et puis ça y est, c'est parti. Et peut-être 15 jours après, le temps d'avoir le prêt, 15 jours, 3 semaines après, je commence à faire les travaux dans le salon la nuit. Le jour, je suis cette fameuse formation qui était obligatoire à la chambre des métiers. Ouais. Et j'ouvre donc le salon de coiffure. Voilà. Et je me retrouve dans ce salon. Personne ne me connaît. Les réseaux sociaux n'existent pas. Alexandre à Nîmes, on ne sait plus qui c'est. Et je décide de communiquer. Bon, à l'époque, on avait les journaux gratuits, tu sais, le Top Hebdo, le machin, tout ça. Et en fait, je décide de mettre une annonce là-dedans. Et au lieu de mettre mon annonce, je mets ma tête. Et je me dis, si des gens se rappellent de toi, ils tomberont sur ta tête et ils viendront peut-être comme ça. Et ça marche. Et donc, première expérience de gérant de salon. Ok, tu fais cette com-là, ça fonctionne, ça se remplit. Et comment ça se passe après ? J'ai pas du tout l'âme entrepreneur. Je suis un très mauvais chef d'entreprise. Je fais tous les mauvais choix possibles et je prends toutes les mauvaises décisions possibles. Je me fais arnaquer par la terre entière parce que je suis un excellent pigeon et je n'y connais rien quoi. Ouais. Et là, alors là, est-ce que tu pourrais dire, parce qu'il y a peut-être des gens là, qui vont ouvrir leur salon, c'est quoi les une ou deux erreurs que tu as fait où tu dis ça. Très clairement, dire oui à tous les démarcheurs de soi-disant pseudo-annuaires à la noix qui coûtent une blinde mais qu'on ne sait pas combien ça coûte en réalité. Donc ça, c'est ma première mauvaise décision. Faire beaucoup d'heures. Ouais. T'épuiser, travailler jour et nuit, ouvrir du lundi au dimanche parce qu'il faut rentrer de l'argent. C'est toutes les erreurs que j'ai fait et qu'il fallait pas faire. Mais ce salon m'a appris la vie. Ouais, ce salon m'a appris la vie. Très bien. J'ai décidé en fait de garder ce salon pendant 5 ans. Ok. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Au bout de... Donc ça, on est en 2005 quand j'ouvre le salon. En 2013, j'ai tellement de monde que je prends un collaborateur. On coiffe sur des fauteuils d'attente. Ça devient impossible parce qu'il y a beaucoup trop de monde en fait. Et je trouve un local, un très beau local à 1 rue de ce salon. Un local qui est très grand, qui fait plus de 100 mètres carrés, avec des possibilités encore d'agrandir ce local, tout ça. Et je me dis parfait, il est pour moi, on déménage. En 2013, on déménage. Je crée Alexandre Serio Suite, où en fait tout le décor de ce salon est une suite d'hôtels de luxe avec tous les codes qu'on connaît sur les hôtels de luxe, le grand chariot à bagages, la réception, le room service. Je crée des services exclusifs comme un voiturier. Vraiment, je joue sur l'expérience client et je me décide de devenir un vrai chef d'entreprise. Et je lis un bouquin, Le grand patron de Disney World. D'accord. Et ça s'appelle « Enchanter votre entreprise et vos collaborateurs ». Ok. Et en fait, c'est sur le management à la Disney, en fait. Et je m'inspire de ça, je mets plein de post-it dedans, je griffonne, je me dis ok, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et forcément, ce qu'il en ressort, c'est l'expérience client. Et je pense que mon côté artiste et le côté un peu théâtre, le côté cinéma fait que j'ai envie de créer un décor. Très bien. Et ça marche. Ça marche. Tu fais ça le concept te séduit.
Et après, comment ça se passe? Tu as plus de collaborateurs, tu as plus de monde? Alors, j'ai plus de collaborateurs, oui. J'ai 2 collaborateurs. Ok, très bien. Avec qui que je forme, qui évoluent très vite. Ça se passe très bien pour eux. Ils se régalent là où on est. Seulement, l'artistique me rattrape. Ouais. En 2013, je décide, pour faire connaître ce concept de salon de coiffure, de créer... Déjà, je décide de faire une scène. Parce que, amoureux de la scène, je décide de faire une scène. Seulement, j'ai pas de partenaire, j'ai pas de sponsor, j'ai pas de marque, je n'ai absolument rien. Donc, je vais voir Olivier Sitoni, de l'Académie des métiers à Aix-en-Provence, et je lui explique mon concept. Il me regarde comme ça avec des yeux, je me rappellerai toujours, des yeux écarquillés. Il me dit, bah écoute, moi j'aime bien qui tu es, j'aime bien ce que tu représentes. Moi, si tu veux, j'ai mon CBM à l'époque qui était à Aix-en-Provence. Je te donne un créneau pour faire un show le lundi lors du festival. C'est inédit. J'ai pas de partenaire, j'ai rien, je me finance tout. Je me finance tout ce que je peux financer, les mannequins, les décors, tout ça. Et du coup, à côté de ton salon, entre le moment où tu l'as créé, refait, et le moment où tu te relances finalement dans l'artistique, il se passe combien de temps? Il se passe 6 mois, quoi. 6 mois. Ouais. Et là, du coup, financièrement, tu dis, ok, mon salon, il fonctionne. Ouais. Et du coup, tu te retournes vers l'artistique. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait? En fait, tu peux pas vraiment faire les deux parce que je fais une erreur, et ça, je le comprendrai après, qui est que tu es la star de ton salon de coiffure. Il faut savoir que j'ai une trentaine d'années. Je pense que j'ai encore un peu d'ego. En fait, un peu trop d'ego, qui fait que je suis ce genre de coiffeur qui veut absolument rayonner dans le salon de coiffure, tu vois. Et ça, je vais apprendre après par la suite que ça se retourne contre toi au bout d'un moment, et qu'en fait, c'est tes collaborateurs qui doivent rayonner et pas toi. Voilà. Toi, tu es là pour insuffler, tu es là pour les former, tu es là pour les manager, tu es là pour être le chef d'orchestre, mais en vrai, c'est à eux de briller pour que tu puisses évoluer. Ça a été quoi l'élément déclanceur de ça? L'élément déclencheur de ça, c'est que, je sais pas, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Déjà, c'est la maturité. Ouais. La maturité fait qu'en fait, tu comprends en fait des choses et que tu brilles différemment sur une scène que dans un salon de coiffure. Je comprends que j'ai besoin un jour de me dégager du temps. Ok. Parce que j'ai d'autres idées derrière la tête. Et je discute avec un ami qui est un très grand coiffeur en Espagne, qui s'appelle Anthony Liobet, et qui a beaucoup de salons de coiffure à Barcelone. Et il me dit, j'étais comme toi, le jour où je suis sorti de mon salon de coiffure, j'ai perdu 60% de ma clientèle. Et je me dis, ok, donc là on va avoir un problème en fait. Tu vois, on va avoir un sérieux problème parce que j'ai besoin de sortir de mon salon de coiffure. Donc comment on va faire? Et bien en fait, tu vas faire la promotion de tes équipes. C'est-à-dire qu'en fait, tes équipes sont les ambassadeurs de ton salon. Et je comprends qu'il faut me mettre en retrait. Un fait aussi important, je vieillis, puisque à cette époque-là, j'ai une quarantaine d'années. Et la quarantaine va me faire comprendre plein de choses et va me faire assumer plein de choses. Et du coup, comment tu fais pour faire briller tes collaborateurs? Les réseaux sociaux. Ouais. Première chose. Donc, je vais créer des petites pastilles sur les réseaux sociaux où je vais parler d'eux. En story, je fais constamment la promotion de mes collaborateurs et je délègue petit à petit ma clientèle tout doucement sur mes collaborateurs. Et ça fonctionne assez bien en fait. Parallèlement, je décide encore de monter sur le plan artistique, de me faire connaître sur le plan national. Je décide de créer un événement de coiffure dédié aux jeunes coiffeurs. D'accord. Un événement qui a lieu en Espagne, on est en 2015. Ça s'appelle Air Congress Alexandre Serlio. D'accord. Cet événement, c'est quoi? J'emmène 300 jeunes coiffeurs en formation dans un hôtel 4 étoiles à Lloret-Delmar. Et dans cet événement, je fais venir des grands noms de la coiffure, ainsi que moi. Chacun donne une masterclass. On fait une soirée de gala, un concours Jeunes Talents. Ça cartonne, j'ai la presse pro derrière moi. J'ai ce show que j'avais fait avec Olivier Sitoni qui donne encore plus le ton. La première édition marche bien, la deuxième édition marche bien, la troisième édition marche bien aussi. Et donc quand tu dis première, deuxième, troisième édition, c'est 2-3 ans différents en fait, donc tu l'as recommencé chaque année. Oui, parce que ça cartonne. J'ai atteint un niveau qui fait que, très honnêtement, ce Air Congress a été un accélérateur de carrière. C'est-à-dire que j'ai pris 10 ans en l'espace de 3 ans. Et après ça, du coup, est-ce que l'objectif de ça, c'était quoi? Devenir ambassadeur de marque. Les marques, forcément, se bousculent ou en tout cas me font des appels du pied. Je saisis, je fais des erreurs aussi, parce que là aussi, il y a des marques finalement où on se rend compte qu'on n'est pas aligné sur les valeurs.
Je fais parfois des erreurs aussi. Je me rends compte que je suis pas assez mature. Je fais de la scène. J'adore la scène. Je vibre pour ça. Et en même temps, j'ai mon salon de coiffure qui marche bien. Pour reprendre le cheminement, du coup, tu crées ton salon, ça marche bien, tu te relances dans l'artistique avec finalement une volonté au départ de te dire, moi j'aimerais être ambassadeur pour une marque, avec tout ce que ça représente, faire les shows, animer de la formation, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, avoir un partenaire, etc. Et ça t'a permis de gagner ça. Donc ça peut être une recommandation là demain, c'est des gens qui nous regardent, qui veulent se former, qui veulent être ambassadeurs de marque, c'est peut-être un cheminement à prendre. C'est tout à fait un cheminement à prendre. Je me dirige vers l'artistique, je commence à faire des événements, pourquoi pas en créer les miens ou Je crée mes collections que personne ne verra, parce qu'au début, Alexandre Serlio, personne ne le connaît. Mais je crée des images, je fais des images, je me crédite mes images, je crée mes visuels avec, pareil, c'est pas toujours ce qu'il faudrait faire, j'ai pas les codes, j'imite, j'ai du mal à me trouver en fait. Et puis petit à petit, tu te découvres, tu te façonnes, tu te trouves une identité. Et moi, le fait de travailler avec des jeunes coiffeurs, puisque je décide de les mettre eux en valeur, lors de ces événements-là, je me rends compte que ce que j'aime, c'est la transmission et c'est la formation. Je ne sais pas encore que je vais faire de la formation, mais je vois qu'il y a quelque chose qui est quand même lié autour de la transmission et vous dire, voilà, moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout artistique, je viens pas du tout de là, j'y suis arrivé, je veux aussi vous montrer que c'est possible, que le métier de coiffeur quand on est à l'école, ce n'est pas que travailler dans un salon de coiffure. Il y a aussi de la direction artistique, il y a aussi des shows, il y a aussi être ambassadeur, comment on fait, comment on le devient, donc je vais vous donner la possibilité de rencontrer ces gens-là. Et alors du coup, aujourd'hui tu as créé un nouveau concept, donc on va en parler. On va en parler. Et la question c'est, parce que moi je le sais un peu déjà, le salon il s'appelait Alexandre Serlio, c'est toi. La suite. Et derrière ça, je peux le dire ou pas, le salon aujourd'hui s'appelle Encore. Ok. Est-ce que, avant de nous parler du concept, qui est différenciant et particulier, est-ce que le fait que tu aies changé le nom et que tu aies décidé qu'il ne s'appelle plus Alexandre Serlio est aussi à l'origine de ça? Ah oui, Ah oui, complètement. Il fallait aussi que j'enlève le nom de ce salon. En fait, j'en avais marre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, aujourd'hui, les gens viennent pour toi dans ce salon, alors que tu as des collaborateurs qui sont là. Je vais monter mes prix fortement. Comme ça, les gens, passeront plus facilement avec mes équipes. Donc la première chose que tu as fait, finalement, en plus des réseaux sociaux, etc., c'est de créer quelque part une disconnexion sur les tarifs entre le tarif de tes collaborateurs et le tien. Et est-ce que tu peux nous les partager? Par exemple, je sais pas moi, le tarif shampoing coupe coiffage. Avec moi. Avec toi. Avec moi, c'est 70 €. Ok. Et avec tes collaborateurs? Avec mes collaborateurs, ça va de 48 € cheveux courts à 56 € ou 58 € cheveux longs. Ok, donc ça fait une différence finalement sur un cheveu court de 22 €. Ok, super. Et comment ça a été reçu ça déjà? Première chose, de la part de tes clients? Parce que c'est une question que j'ai beaucoup. Donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde de se dire, tiens... Alors moi j'avais un planning qui était complet sur des semaines et des semaines. Donc je décide de monter mes prix et là je suis complet sur des mois et des mois. En fait finalement, le fait que tu aies augmenté tes tarifs, c'est encore pire. Et oui, c'est ça. C'est encore pire. Et moi j'avais forcément, je me suis dit putain, tu passes quand même de 48 à 70. Et en fait, non. Et pourtant, je suis en province, je suis à Nîmes, tu vois. Et ça cartonne. Et j'ai des gens qui viennent de partout, de plus en plus loin. Et en fait, je me dis, ok. Et du coup, donc ça déjà, première chose, effectivement, là, tu prouves et tu démontres quelque part que toi, dans ton fonctionnement et ton salon, le fait d'avoir créé une différence de tarifs conséquente, comment tu l'as abordé vis-à-vis de tes collaborateurs? Parce que parfois, ça peut aussi créer une gêne là-dessus. Non, pas du tout. En se disant, là, je te relate un peu ce que peuvent penser ou les craintes de managers en se disant, mais moi... Qu'est-ce qui vont ressortir de mes collaborateurs? Je veux pas qu'ils aient le sentiment que finalement, entre guillemets, je vulgarise, ils valent moins que moi. Non, pas du tout. Alors moi, je leur emmenais en leur disant, voilà, si j'augmente mes prix, vous allez avoir plus de monde parce que forcément, ma clientèle qui n'a pas le budget pour se payer 70 € une coupe, forcément, va vouloir passer avec vous. Donc vous allez augmenter votre chiffre d'affaires, vous allez augmenter votre rentabilité forcément, etc. Mais c'est vrai, c'est ce qui se passe aussi. Mes collaborateurs aussi grimpent aussi, donc ça marche aussi. Super. Et autre chose du coup, comment tu l'as amené à tes clients?
En fait, je n'aurais pas laissé le choix. Je pense qu'il faut arrêter aussi de se prendre la tête avec des nuits entières à réfléchir à dire si je dis ça, mais elle ne reviendra plus. Non, à un moment donné, il faut penser à soi et il faut y aller. Tu as fait une campagne SMS pour les prévenir, tu les as appelés. Comment tu as fait cette transition? Non, en fait, je leur avais dit. Sur quelques mois avant, je crois que 2-3 mois avant, pour mes clientes les plus fidèles, je leur avais dit voilà, il va y avoir une hausse des prix parce que je suis très demandé. Il faut savoir que déjà là, parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais je continue toujours mon métier de coiffeur studio. Je travaille à New York, à Milan, à Londres, je suis sur toutes les Fashion Week, je suis sur des événements très prestigieux. Donc tout ça, ça a une valeur en fait. Donc c'est monter ta cote. Je passe avec ça. Voilà. Effectivement, toi, tu le valorises aussi par ton cheminement, ton chemin studio et cette casquette aussi que tu as, qui te donne une certaine prestance et une certaine qualité, etc. Et toi, aujourd'hui, une coupe avec toi, 70 € du coup, ok. Tu prends combien de temps pour faire cette coupe? Je prends une trentaine de minutes. Ok, super. En moyenne, 30 à 40 minutes. Ok. Et là, parce qu'on va parler de ton concept, après on y va gentiment, on comprend un peu le cheminement, c'est cool. Et à ce moment-là, la particularité de ton salon, donc on est en mode hôtel, avec tout le cheminement que tu as. Ouais, c'est ça. Et tu passes sur ce nouveau concept. Alors, je comprends qu'en fait, la suite, je trouve que un peu vieillot, quoi. Et il y en a plein qui se sont appelés. Enfin, mais j'imagine qu'il y en a plein qui sont. Moi, en 2013, quand je l'ai créé, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois. Et puis, ça a commencé après à venir, ça a commencé un peu à se. Puis j'en voyais partout la suite. Et puis je me dis, ok, ça y est, c'est has-been, c'est fini. Faut arrêter. J'ai envie de créer une marque forte, avec une identité visuelle forte, avec un concept impactant. Et surtout, j'ai besoin de me détacher. Parce que je me dis, à terme, j'aimerais créer une franchise. Mais je ne veux absolument pas que ça porte mon nom, parce que si un jour j'ai un franchisé qui a un mauvais comportement ou qui gère mal son truc, j'ai pas envie que ça porte mon nom en fait. Tout à fait. Donc je décide d'enlever Alexandre Thériault. Et alors je rachète le local là où je suis. D'accord, super. Je fais d'énormes travaux. Ça a duré combien de temps tes travaux? Je les ai suivis. Ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non, même si j'ai essayé de tout monter les réseaux avec. Il n'y avait pas de préjugés ou d'arrière-pensée. Ça a duré de mars à juillet. Tu peux nous parler de ton concept? Oui. Le concept s'appelle Encore. Le concept, c'est de bousculer. Alors, il faudra que Cyril se bouche les oreilles. Je vais bousculer tout le parcours client. Ouais, très bien. Et au contraire. Classique d'un salon. Je veux surtout les ouvrir là. Voilà. C'est-à-dire que je ne veux plus de fauteuil d'attente. Je ne veux plus de poste de coiffage. Je ne veux plus de miroir. Je ne veux plus de caisse. Je veux plus de zone d'achat. Je veux plus de tout ça, en fait. Je veux un espace hybride où une cliente va venir passer un certain moment, oublier le temps qui passe, dans un espace lumineux. Un espace qui soit convivial et à la fois cocooning. Donc quand tu rentres, t'as plus de miroir, t'as plus de fauteuil d'attente. Tu rentres dans un lieu qui est très joli, qui est très clair, où tu vas pouvoir télétravailler si tu as besoin de télétravailler. Tu as du Wi-Fi, tu as des connexions, tu as des prises Internet, USB, USB-C. Et surtout, je veux que les gens arrêtent de se voir dans le miroir. Est-ce que c'est pas quand même aujourd'hui sur ton concept, c'est vraiment le créneau où tu te dis là voilà, c'est un concept sans miroir? Oui. Un salon de coiffure sans miroir. Oui. On va mettre des images, bien sûr. Je pense qu'il y a des coiffeurs qui ont pensé à cacher les miroirs. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coiffeurs qui ont osé enlever le miroir. Mais complètement. Ça veut dire même dans les toilettes. Ça veut dire que même toi aujourd'hui, quand tu coiffes, j'ai pas de miroir. C'est sans miroir. Que ce soit la coloration, la coupe. Sans miroir. Le brush sans miroir. Non. La cliente se voit à aucun moment. Non. Ok. Intéressant. Intéressant et surtout, on en revient à un axe important, c'est la formation de mes équipes. Mes équipes ne sont pas du tout habituées à ça. Mes équipes, ils n'ont rien demandé. Eux, ils étaient bien dans leur salon de coiffure avec leur miroir. Comment les clients vivent ces choses-là? Je fais beaucoup de teasing sur les réseaux sociaux autour de ça, déjà pour préparer un peu les gens. Et surtout, pendant la période de travaux, je fais un salon éphémère dans un appartement que je loue qui se libère au-dessus du salon. Et je mets toute la configuration en une toute petite pièce du salon de coiffure qu'il va y avoir en bas. Une grande table, des chaises tout autour, pas de miroir. Donc la cliente rentre, je laisse un tout petit miroir sur un mur. Les clientes rentrent, elles disent ah ben c'est rigolo, vous n'avez pas de miroir. Et je leur dis bah ouais, c'est un peu le camping. Vous comprenez que pendant les travaux, je veux quand même pouvoir poursuivre mon activité. Donc bon ben c'est comme ça en fait.
Et là, je vois que les gens se regardent, les gens se parlent, les gens échangent. Au début, c'est un peu bizarre parce que les gens s'assoient face à face. Alors au début, on évite, au début, on les met en quinconce. Et puis quand ça se remplit, forcément, tu combles et les gens se retrouvent face à face. Et je me rends compte d'une chose, c'est que la cliente me dit que ça fait du bien de ne pas se voir. Je dis ah bon? Elle me dit ouais, on a toujours une sale gueule chez les coiffeurs. Tout le temps c'est papier là, on a la couleur qui déborde. Franchement, on nous impose un miroir là comme ça pendant 3 heures. Ça va quoi. Ouais. Ok. Premier réflexe en fait finalement. Ouais. Ok. Et on a d'autres clientes. Ah, il n'y a pas de miroir. Ah non mais moi il faut que je vous montre parce que il faut que je vous montre. Je dis ok, montre-moi. Et elle me dit oui mais je me vois pas. Je dis ok. J'ouvre un petit tiroir, je sors un petit miroir amovible. Hop. Je pose le miroir, je dis voilà, on se voit. Et je m'assois comme toi et moi là, mais en fait, elle ne se regarde pas plus que ça parce qu'elle me dit, vous voyez là, ma mèche là, je suis en face d'elle, je dis oui, montrez-moi là votre mèche. Je la vois en fait. Et en fait, je voulais leur faire comprendre que le miroir, en vrai, il n'est pas si nécessaire que ça. On nous a appris depuis toujours à coiffer avec un miroir, mais quand tu vas chez l'esthéticienne et qu'elle te fait tes sourcils, elles n'ont pas de miroir en fait. Bien sûr. Et pourtant, ça y est, c'est fait, c'est épilé, tu vois ce que je veux dire? Tu te vois qu'à la fin. Mais là, on va faire pareil. Donc attention, il y a un grand rapport de confiance. Le diagnostic va être déterminant. La formation de mes collaborateurs, la façon de parler, la reformulation va être déterminante. Il faut que le message soit clair et soit bien compris. Là, ça fait combien de temps ce nouveau concept? Écoute, on a réouvert en juillet. Les clients qui vous connaissent déjà, comment ils le vivent aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a qui ne parlent plus du tout de l'ancien concept? Ou est-ce qu'il y en a qui sont nostalgiques de cet ancien concept, ou il y en a qui disent mais c'est trop bien comme ça en fait. On a eu que des compliments, tout le monde est ravi, tout le monde est très content, les craintes qu'elle pouvait avoir au début se sont très vite envolées. Et puis en fait les gens se parlent, et qu'est-ce que c'est bien. Les gens qui se parlent, on a d'autres discussions, on a l'impression parfois qu'on est en train de faire un dîner. Et les gens se parlent en fait. Trop bien. C'est génial. Et donc à quel moment ils se voient? Ils se voient à la fin, ils se voient tout à la fin. Je voulais absolument qu'ils se voient debout et qu'ils se voient sans peignoir. Ok. Il y a une grande armoire dans le salon, un peu l'armoire de Narnia, c'est l'armoire magique en fait. Et quand tu ouvres cette armoire, elle s'éclaire complètement de l'intérieur. Et tu as un miroir un grand miroir d'une face et un miroir de l'autre face. Donc en fait, elle voit l'avant et l'arrière quand elles se mettent devant le miroir. Et chose très importante aussi, pour la revente. La revente et tous les produits qu'on utilise sont toutes devant elle. Et on termine le coiffage devant elle en prenant les produits et elle voit dans le miroir comment on utilise les produits. Donc en fait, il y a une grande part d'éducation où on éduque la cliente à se servir des produits et la revente est assurée à 97%, on va dire. Et en fait, ce qui est marrant, c'est le ressenti parce qu'elles me disent souvent « J'avais une idée de ce que vous étiez en train de me faire sans me voir. » En fait, et je me rends compte que quand je me vois, en fait, c'est pas du tout l'idée que j'avais et les craintes que j'avais se sont envolées. Est-ce que tu as vu une différence là, sur 6 mois? Est-ce que tu es en mesure de la mesurer, de te dire, oui, moi, c'est un impact sur les ventes de tant de pourcents, ou globalement, ça évolue un peu, ou c'est plutôt stable? Le fait d'avoir ce cheminement-là et qu'il soit à ce moment-là de ce que j'appelle la validation dans le parcours client. Le fait de voir comment on utilise exactement les produits, elle les a du coup très près, puisque quand tu fais une revente et que tu es assis à un poste de coiffage, tu vas le mettre là, le produit, la cliente elle n'est pas sûre qu'elle vienne le prendre en fait. Là, elle est debout. Tous les produits sont à son niveau, il n'y en a pas 500 non plus. Tu vois, il y a les produits essentiels, les produits phares vraiment qui sont au niveau de ses yeux. Donc, et elle me voit dans le miroir attraper le produit et elle me voit l'utiliser. Et en même temps, elle touche ses cheveux, ça sent bon. La revente, elle était déjà très très forte chez nous avant. Là, elle est encore plus. Et du coup, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas de caisse. Non. Donc effectivement, moi, je partage ton point de vue. Je pense qu'aujourd'hui, on a supprimé ces caisses-là. Je sais qu'il y en a, ils vont tomber de leur chaise en se disant, mais du coup, on encaisse où? Comment tu fais pour l'encaissement du coup? Alors souvent, elle paye pas, puisqu'en fait, tout est déjà fait en amont. C'est-à-dire lors de la réservation. Ok. Elle paye à la réservation chez toi? Ouais. En fait, elle laisse une empreinte de carte avec un montant. Et ensuite, nous, avec l'iPad, on rajoute en fait les prestats qu'on a fait. Et ensuite, juste, on a qu'à appuyer sur un bouton et ça débite ses cartes bleues. Ok. En fait, l'intérêt de ça, et encore une fois, dans le parcours client, moi, ce qui me dérangeait, c'était quand tu es au bac à shampoing, qu'on te fait un soin, qu'on te fait un shampoing, tu te dis putain, il est en train de me faire un soin, il me l'avait pas dit, combien ça va coûter, mais quoi, c'est un masque qu'il va laisser poser, donc ça va me coûter un peu plus cher, c'est pas un conditionneur, bon ok, hop, je m'assois, ah là là, il met un produit, mais Livine, est-ce qu'il va me le faire payer, tu vois, et c'est très flou en fait. Non, moi dans ma réservation, aujourd'hui, quand tu fais un balayage, tout est compris dedans.
Shampoing, coupe, coiffage, tout ce qui est Olaplex K18, tout ça c'est compris dedans. Tout est compris en fait. Okay. Que tu coupes ou que tu coupes pas, de toute façon c'est tel tarif. Malgré tout, tu fais un devis lors de la consultation? Oui, toujours. Ok, donc en réalité aujourd'hui ça reste quand même la pièce maîtresse, même si aujourd'hui tu as des tarifs qui sont entre guillemets tout inclus, il y a toujours un devis systématique, j'imagine, qui est de toute façon, la surprise. Quand elle réserve, elle sait déjà combien elle va payer, tu peux pas avoir de surprise puisque de toute façon tout est inclus dedans. Ok, même pour une coupe toi? Même ton forfait shampoing coupe coiffage par exemple? Oui. Le soin est inclus dedans? Ah oui. Ok, tu as tout inclus dedans? Oui, j'ai tout inclus dedans. Okay. Après, si elle veut se faire plaisir avec l'expérience d'un soin plus profond, elle le sélectionne en réservant en ligne et puis voilà. Top. Est-ce que tu as autre chose à nous confier, une anecdote sur des clients, la réaction et les nouveaux clients? En fait, les nouveaux clients nous ont vus ou sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Ouais. Donc déjà, ils savent un peu où ils vont. D'accord. Ils savent pas forcément d'ailleurs qu'il n'y a pas de miroir. Mais les 3/4 du temps, les gens s'en aperçoivent même pas qu'il n'y a pas de miroir. D'accord. C'est ça qui est incroyable, c'est que les gens ne se rendent pas compte de suite qu'il n'y a pas de miroir. Pareil, dans mon salon, il n'y a pas de musique. Je n'ai jamais travaillé en musique. Et autant je peux adorer la musique, autant la musique dans un salon de coiffure, pour moi, est très problématique. D'accord. Quand tu as 4 coiffeuses qui parlent avec leurs clientes, quand tu as un téléphone qui sonne, nous en plus il faut sonner pour rentrer, donc la sonnette, les sèche-cheveux, tout ça c'est de la pollution sonore, de la pollution auditive. Je voulais pas. Donc déjà, il n'y a pas la musique. Sans miroir et sans musique. Et les clients nous disent qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver dans un endroit où il n'y a pas de musique. Ouais. C'est calme. C'est très déroutant pour mon personnel au début. Très déroutant de même travailler sans miroir. Vraiment, c'est à moi de leur prouver qu'elles doivent me faire confiance et que j'ai raison, en fait. Là, on a parlé de l'aspect clientèle qui finalement, on s'aperçoit qu'ils l'acceptent très bien. Première chose, ça passe très bien. Ils se voient à la dernière minute. Effectivement, on peut très bien imaginer que ça crée un rapport de confiance assez dingue. Parce que c'est une confiance aveugle, on peut presque le dire, parce qu'ils ne le voient pas. Génial. Donc c'est hyper sensoriel, j'imagine, tu vois, je suis jamais venu dans ce nouveau concept, je suis venu avant, mais donc ok. Du coup, sur ce concept-là, avant de parler de tes collaborateurs et comment l'ont vécu, comment tu l'as amené et comment ils le vivent aujourd'hui, ton positionnement tarifaire, tu l'as changé, tu l'as fait évoluer ou tu as gardé le même concept au niveau des tarifs? Non, je l'ai fait évoluer. Est-ce que tu l'as fait évoluer dans un mode de fonctionnement entre guillemets annuel où tu revalorises tes tarifs d'1, 2, 3, 4% ou tu as vraiment fait un gap sur le Non, il y a eu un grand bond sur les tarifs. J'ai perdu des gens, hein. Oui. J'ai perdu, mais forcément, tu perds des gens, bien sûr que tu perds des gens. Mais on en a gagné tellement. C'est ce qu'on dit, hein. On le répète en formation, hein. Aujourd'hui, une augmentation, on en perd, mais on en gagne d'autres. Oui. Donc, et bon an, mal an, aujourd'hui, on sait, c'est prouvé que si le job il est fait et que l'expérience client est là, quel qu'il soit, il n'y a pas de problème, on peut faire des augmentations de tarifs. Oui. Ta coupe coiffage avant était à... Alors, avant, elle était à 48 €. Moi, je l'ai maintenue à 70 moi pour l'instant. Et ça n'a pas bougé. Et ton équipe, elle est passée à combien là du coup? Alors, tout ça, ça n'a pas changé pour l'instant. Par contre, c'est toute la partie technique qu'on a vraiment monté. Donc, ce que j'appelle moi des prix d'appel, c'est-à-dire ton forfait shampoing coupe coiffage, il n'a pas changé. Non. En revanche, tous les services techniques, balayage, ombré, c'est tout ça coloration aussi, tout ça t'a fait évoluer. Et par rapport au personnel, ça a été plus compliqué pour eux. Ils étaient très contents de voir un salon qui se refait, qui change, de voir qu'ils ont un leader qui a envie de faire bouger les choses, mais ils avaient la crainte, c'était de travailler sans miroir. Et surtout, ils étaient enfermés aussi depuis toujours là-dedans, et moi je leur impose quelque chose de nouveau en fait. Parle-nous de ton équipe. Comment elle a vécu ce changement déjà, pour commencer, de concept? Alors, l'éducation. Moi, je leur ai annoncé le concept. On a fait une réunion et je leur ai expliqué, voilà, j'ai dit, il va se passer ça, ça et ça. Le salon va s'appeler Encore, il n'y aura plus de miroir, le parcours client va être comme ça. J'ai créé une charte qualité pour mes collaborateurs qui m'a pris énormément de temps à construire, dans le but aussi de la franchise. Derrière, on y pense, tout ça, c'est toujours là. Et je crée donc cette charte hygiène et qualité, je leur demande de la signer. Et je leur dis, voilà, ça, c'est le manuel d'utilisation du salon de coiffure. En fait, vous n'avez pas d'autre choix que de le suivre, en fait. Si vous le signez, vous le suivez. Et comment ça a été pris? Hyper bien. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Ils savent que je serai toujours là pour eux. Que la moindre question, le moindre problème, le moindre stress, on le travaille ensemble. Je suis là pour les manager, je suis là pour les ménager, je suis là pour les faire briller. Je suis là pour qu'ils gagnent de l'argent, pour qu'ils aient envie et qu'ils soient bien au travail. C'est surtout ça, le bien-être au travail. On ne fait pas d'heures sup. J'ai même pris un CE,
un comité d'entreprise externalisé pour leur proposer tous les avantages en fait que peut avoir n'importe quelle entreprise, que ce soit des tickets resto, des chèques vacances, tout ça. Le but c'est voilà, dans votre entreprise, c'est le meilleur endroit du monde, c'est là où vous êtes bien en fait, c'est votre cocon, votre entreprise. Très bien. Et du coup, le passage, donc l'évolution de méthodologie, le protocole qui a changé, ça a mis combien de temps avant que ce soit acté par tous? Ouais, que ce soit acté et que ce soit intégré. Alors ça l'est pas encore. Ouais. Okay. Et ce le sera jamais. D'accord. Parce que c'est toi, en tant que leader, de toujours resserrer un petit peu les rangs, resserrer un peu le cadre pour toujours aller dire attention. N'oublie pas, le miroir, parce qu'on a toujours un système de miroir amovible si besoin. Là, le miroir, il est un peu trop dehors. C'est-à-dire qu'on le laisse au temps du diagnostic si besoin. Par contre, après, au moment où la cliente part au shampoing, hop, c'est là qu'on le range. Et la cliente revient, le miroir n'y est plus. Et parfois, je vois le miroir qui est encore là. Donc, je dis attention, là, il y a un miroir, il n'y a pas de miroir. Et même les clients nous disent, pourquoi j'ai un miroir? On m'avait dit que j'avais pas de miroir. Donc voilà. Donc ça ne le sera jamais, mais c'est normal en fait. C'est ok, c'est humain. Et c'est à toi d'être là. Et factuellement, quels sont 2-3 exemples phares que tu as changé dans ton parcours client, que tu faisais avant, que tu fais plus, ou que tu as fait évoluer aujourd'hui? Tout a tellement changé. Tu vois, tu arrives, tu es assis à l'attente, ensuite on t'appelle, tu viens au diagnostic, et puis après tu vas au bac, et puis après on te montre avec le miroir derrière, donc ce miroir rond que tout le monde a dans le salon de coiffure. Ensuite on passe à la caisse, et peut-être qu'il y aura une revente, mais je sais pas, parce que ça fait déjà assez cher, je sais pas si je lui vends le produit. Tout ça, tout a changé. Ok. En fait. Très bien, très bien. Comment ils vivent cette expérience-là, tes collaborateurs? Du sans miroir. Et là, je vais te parler en tant que coiffeur pour réaliser leur coupe, parfois pour voir leur volume, pour dire, exemple bête du quotidien quelque part, la frange. Qu'est-ce que vous pensez de la longueur? À ce moment-là, comment tu fais? Tout ça, comment tu fonctionnes pour valider la longueur avec elle au-delà du toucher? Alors, comme je te le disais, on a un système de petits miroirs amovibles qui est sur pied et si besoin, pour une frange, on peut le sortir, il n'y a pas de souci. Okay. Je ne dis pas que le miroir est interdit. C'est juste qu'il est plus fixe en fait. C'est que le miroir n'est plus fixe. Il n'est pas interdit. Si une cliente le vit très mal et a besoin d'avoir un miroir, on est OK, il y aura un miroir. Okay. Moi, je veux que ma cliente soit bien, je veux que mes collaborateurs soient bien. Donc, si vraiment tu veux un miroir, tu peux prendre le miroir. Trop bien. C'est très simple. On a des fauteuils aujourd'hui qui se tournent. D'accord. En fait, je dis à mes collaborateurs, regardez vos clients dans les yeux. Bien sûr. En fait, vous avez le tabouret, hop, vous détournez un petit peu, vous tournez la cliente face à vous et vous prenez du recul. Ça prend pas plus de temps en fait. Bien sûr. C'est juste vos automatismes et la chorégraphie qu'on a eu l'habitude de faire pendant des années qui va changer. Et puis surtout, je fais beaucoup lever les gens, je prends du recul. Le salon est fait qu'il est tellement spacieux aujourd'hui que tu peux prendre un recul. La cliente se sent importante aussi. Je regarde le port de tête. Voilà. Après, pour les coups-pommes, forcément, si on a encore besoin du miroir, on met le miroir, il n'y a aucun souci. À ce cas-là, je dis vous le fermez au moment du coiffage pour vraiment laisser à la personne avoir l'effet waouh debout après à la fin quoi. Très bien. C'est encore mieux avant. C'est encore nous, même si tout a changé, même si le nom a changé, c'est encore nous. Alexandre Serriot, il est encore là depuis 20 ans. Et puis surtout, vous êtes encore plus belle. On a encore envie d'y revenir, on en redemande encore. D'ailleurs, le site, c'est encorevous.fr. Et puis surtout, c'est un mot qui évoque la répétition du fait de cette franchise. Encore des salons, encore un salon. C'est un mot qui évoque l'évolution par le encore plus, encore mieux. Et puis je trouvais que c'était un mot qui était très symétrique. Et puis surtout un jour, je mangeais dans un restaurant qui est juste à côté de mon salon de coiffure et je laissais le salon allumé la nuit en fait jusqu'à minuit parce que je sais qu'il y avait beaucoup de restos à côté et que les gens étaient susceptibles de le voir. Et un jour, je sors de ce restaurant, il devait être 11h du soir, je me mets en retrait et je vois que des gens sont un couple est là devant la vitrine en train de regarder ce que c'est. Je reste derrière la personne suffisamment pour entendre les commentaires et je dis pas forcément qui je suis et donc t'as la dame qui dit mais qu'est-ce que c'est? Et donc elle s'approche, elle regarde comme ça. Son mari dit je sais pas ce que c'est une boutique de déco et tout. Elle regarde, elle dit ah non, c'est encore un salon de coiffure. Et là j'ai dit ok c'est bon j'ai le nom, ça va s'appeler encore. Trop bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là encore 2-3 mots sur ton concept. Déjà on peut le trouver à Nîmes. On peut le trouver à Nîmes. C'est un concept qui est voué à être franchisé. Qu'aujourd'hui si un coiffeur veut créer un salon encore, ça va être possible là dans quelques mois. On est sur une philosophie qui est très importante sur l'éco-responsabilité, le respect des collaborateurs et la formation. Trop bien. Si je puis me permettre, le mot de la fin, c'est, je vais reprendre le nom de ce livre, enchantez votre équipe, enchantez vos clients,
enchanter vos collaborateurs. Voilà. Merci pour ce mot de la fin, Alexandre. Merci à toi. Retrouvez son salon. On va le mettre en description. Évidemment, Alexandre Serriot, salon encore. C'est ça. À suivre. Merci. Merci à vous. Bye bye. Top. Top. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est trop bien. C'est cool? Ouais.